cerner un petit peu mieux l'agroforesterie et donc voilà, donc je vais de fait quand même me présenter en 30 secondes. Bien sûr. C'est compliqué parce que je suis très bavard, mais d'un autre côté je suis fatigué, donc quand je suis fatigué je peux raconter des bêtises. Donc Jean-Michel Essurat, je suis forestier à la base depuis maintenant quelques décennies. Et plutôt je travaille sur l'arbre, hors forêt au sens large, donc maintenant ça va vers la foresterie urbaine, donc la gestion d'espaces forestiers à l'intérieur des villes. Ça, c'est un peu la nouveauté sur laquelle on est en train de partir. Et donc, il y a une petite dizaine d'années, grosso modo, on a commencé à partir avec la ferme du lycée, avec pas mal de choses, sur le développement de l'arbre champêtre, essayer de comprendre comment ça marche, l'association arbre-agriculture, et puis quels bénéfices on peut en tirer. Bon, si vous regardez ne serait-ce que le stand banner de gauche, un paysage agricole sans arbres, un paysage agricole avec des arbres, c'est quand même une petite différence en termes de fonctionnement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de me maîtriser en termes de temps de parole et de vous laisser au maximum la parole. C'est de faire un peu une introduction à l'agroforesterie. Alors j'avais déjà fait il y a 2 ans 2 soirées ici à l'Utopique sur cette thématique-là, une soirée plus sur la diversité des systèmes agroforestiers dans le monde. Et puis un truc qui était plus ciblé vers comment ça marche et qu'est-ce que ça apporte. Donc les dynamiques écologiques à la base de ces interactions et puis les services écosystémiques qui peuvent être faits derrière. Donc là c'est plus une introduction un peu plus générale et qui ne va pas aller que dans ces domaines scientifiques ou techniques, qui peut aller sur plein de choses. Donc le film, l'idée c'était de partir d'un petit film qui fait une dizaine de minutes, réalisé par l'Association française d'agroforesterie il y a quelques années. Je n'ai que la version avec le sous-titrage anglais, donc ça va peut-être perturber un peu à certains moments, mais pas tant que ça. Si ça peut vous aider, je peux faire passer des petits post-it. Bon, j'ai quelques stylos, mais pas énormément. Si ça peut vous aider à noter, si vous voyez dans la vidéo, alors ça peut noter 2 choses. C'est la super idée du siècle, le truc génial auquel on n'aurait jamais pu penser, ou au contraire le truc qui vous semble carrément fumeux et sur lequel vous aimeriez carrément douteux, et sur lequel vous aimeriez bien pouvoir démêler le vrai du faux. Donc si ça peut vous aider, vous faites passer les post-it, vous en prenez 1 ou 2, ça vous permet de noter. C'est pas mal, j'ai quelques stylos au cas où. Donc je vous fais travailler, hein. Mais c'est pas mal finalement de travailler aussi de temps en temps. Donc l'idée c'est quand on note au fur et à mesure à ce niveau-là, c'est d'avoir un peu de matériau pour débattre dans la quarantaine ou cinquantaine de minutes, qu'il y a derrière. Donc il y a les stylos aussi. Ça fixe un peu les idées. Le son marche, tant mieux, parce que ça aurait été vraiment dommage de se priver des commentaires. Vous allez voir des têtes dedans, vous connaissez peut-être ou pas. Si je fais juste un dernier mot sur la vidéo, il y a un casting agroforestier terrible. Donc là-dedans, vous allez rencontrer le monde de l'agroforesterie française, voire européenne, dans ce qui fait de mieux aujourd'hui. C'est vraiment les très haut de gamme. Donc la vidéo n'est pas très longue, il n'y a pas de son au début, paniquez pas, le son marche. On va avoir une définition de l'agroforesterie. Après, là, il va peut-être y avoir quelques éléments dedans, mais pas compris. Réussir l'alimentation de 10 milliards d'individus, 12, 9, enfin peu importe, c'est réussir la paix et la démocratie pour tous. Louper cette étape-là, c'est la dictature et la guerre. Donc on est dans la période de l'arme alimentaire qui va être mis à son plus haut niveau. La paix ou la guerre grâce à l'alimentation. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les enjeux sont colossaux pour une société. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le système agroalimentaire tel qu'il est hérité des années 1960, en fait, avec le paradigme productiviste qui a caractérisé la mise sur pied de la politique agricole commune et d'autres politiques dans d'autres régions du monde à l'époque,
c'est aujourd'hui un système qui est de plus en plus contesté. On voit partout les impacts en termes d'épuisement des sols et d'impact sur les écosystèmes, réduction de l'agrobiodiversité, absence de développement rural, absence aussi de réduction effective de la faim et de la malnutrition. Et on est à la recherche d'autre chose. Malheureusement, il y a une sorte d'absence de confiance dans les alternatives qui sont présentées. Et il faut faire mieux connaître les expériences positives qu'on a de plus en plus, qui commencent à faire école, mais que les gouvernements ne parviennent pas encore à prendre suffisamment en compte dans leur politique. Et je dirais que là-dessus, il y a aussi un peu tout à construire, hein, parce qu'on a besoin de compétences, de points de vue qui, jusqu'à maintenant, étaient plutôt dans les enseignements, dans les politiques publiques et dans le conseil, étaient plutôt séparés. Donc il y a aussi à inventer ce système-là. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'agroforesterie, ce côté hybride entre des mondes qui se sont plutôt ignorés jusqu'à maintenant. Et effectivement, il y a des agriculteurs, quelques chercheurs pionniers aussi, qui ont remis ces systèmes au goût du jour relativement récemment. C'était beaucoup d'agriculteurs qui se posaient des questions indépendamment et qui avaient peur d'aller plus loin pour peur de passer pour. Voilà. Ah, moi j'y ai pensé, mais tout seul. Moi aussi j'y ai pensé, mais bon, tout seul, qu'est-ce qu'il va penser le rosé? Voilà, c'est souvent ça. Oui, mais la convention dit, il faut labourer, il faut désherber, il faut mettre les fongicides, il faut faire ci, il faut faire là. On nous a appris, dans l'éducation agricole, on nous a appris ça. Alors, on se pose la question maintenant. Sauf que tout ça, on n'a pas envie d'y penser. À 2, on en parle. À 3, on en discute. À 10, on fait des choses. À 30, c'est parti. 2007, c'était une année de sécheresse. On est allé voir un mec qui se met en semi-direct dans de la paille. On s'est dit, ce mec est fou. Et puis, au printemps, quand on est retourné voir son blé, il était 3 fois plus long que le nôtre. On s'est dit, là, il y a un problème. Du coup, on a sauté le pas, on s'est mis à 2 parce que c'est aussi important d'avoir le cran, d'avoir la possibilité déjà financière et économique de sacrifier nos 2 parcelles pour faire des essais de ce type-là, et d'avoir le cran de pouvoir investir dans du matériel nouveau. Et donc on a réussi à sauter le pas à 2, et au final on s'est rendu compte que ça marchait, c'était une alternative qui était viable, et du coup ça y est, on a un saumeur chacun, on s'est équipé, et c'est aussi ce qui m'attire dans le fait de reprendre, c'est qu'on n'est pas resté dans un système classique, on n'est pas resté buté avec des œillères dans un système traditionnel. On s'ouvre à d'autres choses, on cherche d'autres choses, et c'est d'autant plus intéressant, motivant et passionnant de chercher à améliorer son système pour être le plus efficient possible et le plus actuel à la page possible. Moi, je suis toujours parti du principe que malheureusement, dans l'agriculture, chaque année est une expérience. Un agriculteur dans sa carrière fait une quarantaine d'expériences. Il se rate, c'est un an de perdu. Aujourd'hui, vous bricolez quelque chose, je ne sais pas, vous fabriquez un meuble, vous le ratez, le lendemain vous en fabriquez un autre, c'est pas un problème. Dans l'agriculture, un semi-raté, c'est un an. Donc, on multiplie le nombre d'expériences, on gagne autant en année. Voilà. L'idée, c'est la démarche de progrès, et je vais dans un nouveau monde. Hein, et je rentre et j'affiche mon nouveau monde. C'est le monde où le végétal est essentiel. D'accord ? Et moi, je suis un agriculteur, un homme, un technicien, je ne sais pas, je vends des intrants, je fabrique des machines, je dois le gérer au mieux possible pour arriver à l'acte final, produire sans polluer. Parce que si je dégrade ma machine de gestion écosystémique, je suis à peu près sûr de me ratatiner. C'est ce que me montrent, en fait, les avatars du XXe siècle. Quand je détruis la nature, je suis à peu près sûr que je pourrais y laisser ma peau. Et donc, si je regarde dans le potentiel du végétal, je sais qu'il est capable de nourrir des milliards et des milliards d'individus. La biodiversité, c'est quand même ça. Donc je suis en plus sûr de ne pas manquer jamais. Pourquoi? Parce qu'avec rien, 0,04% de CO2 dans l'air, je fais tout. C'est assez étonnant qu'il n'y ait rien besoin de faire en forêt, n'est-ce pas? On n'arrose pas, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides, on ne met rien, enfin on ne met pas d'herbicides. Et pourtant, ça fait des végétaux particulièrement admirables. Il y a donc dans la forêt une série de recettes qu'on aimerait bien voir adaptées à notre agriculture. Pour moi, de toute évidence, la solution est là.
quand on dit projet de territoire, c'est ressources de territoire, on la voit, elle est un petit peu partout dans le bassin versant. Et utilisation dans les territoires aussi, quand on parle de biomasse, c'est du chauffage, c'est du paillage, c'est énormément de débouchés qui sont disponibles. On a un séchage collectif de maïs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on a des bois, on a tous des bois, pourquoi ne pas faire de la plaquette pour revaloriser, pour faire tourner ce séchoir? C'est peut-être des solutions quand même envisageables. Et après, où je suis persuadé qu'il y a un manque à gagner terrible, c'est toutes nos bordures de ruisseaux, toutes nos bordures de champs, qu'on broie sur place, et puis qu'on pourrait très bien ramener dans les champs en BRF. Moi, c'est un peu une catastrophe écologique en plus de les broyer ça partout dans les rivières. Alors qu'on pourrait le revaloriser dans nos parcelles. Inévitablement, il y aura des bénéfices à tout point de vue. Je parle simplement en économie directe. Et si après on veut se positionner sur de l'économie indirecte, c'est du stockage de carbone, c'est de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et ça, on n'est pas capable aujourd'hui de quantifier correctement, mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être mettre des chiffres. Pour moi, l'agroforesterie, c'est redonner la place légitime qu'a l'arbre au sein d'un système de culture. Donc que ce soit au sein d'un système de grande culture, de maraîchage, de vignes, d'élevage. Il peut y avoir beaucoup de types d'agroforesterie différentes, mais elles ont toutes l'objectif de remettre l'arbre dans le système. Pour moi, ça constitue de plus en plus en fait la clé qui va permettre de relier les différentes réalités, les différentes problématiques liées à l'agriculture aujourd'hui. Voilà, après avoir fait un stage de 6 mois dessus, je me rends compte que ça permet de donner des réponses et de susciter des questionnements sur comment répondre aux problématiques du sol, de l'eau, de la diversité, notamment des revenus des agriculteurs. Voilà, comment répondre à beaucoup de choses et de manière concentrée autour de la problématique de l'arbre. Ça sera enfin une agriculture qui va parler aux jeunes. Actuellement, les jeunes ne veulent pas travailler en agronomie, ça sent mauvais, c'est la chimie, c'est les pesticides, c'est les machines. On se rend compte qu'elles écrasent la terre, elles écrasent notre mer. Les jeunes ne veulent plus de ça, ils préfèrent être dans une activité neutre. Et le jour où on refera une agriculture saine qui fait envie, qui redonne du temps au temps, on est entouré d'arbres. Et être entouré d'arbres, ça donne des siècles à la vie humaine, en fait. Est-ce que celui qui n'est pas capable de se remettre en question, mais il y en a combien qui ont arrêté? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Et aujourd'hui, on se retrouve plus qu'avec 300 000 agriculteurs. Et si on avait des politiques autrement, aujourd'hui, il y aurait peut-être 2 millions d'agriculteurs et on produirait le double en France. Depuis 15 ans, vous direz, vous mettez en place des couverts, vous avez un bonus de temps, ce sera un peu plus agréable. Un exemple, il a fallu des années pour faire comprendre qu'un couvert 100% légumineuse, c'était l'idéal. C'était bénéfique. C'est bénéfique. Là, c'est interdit. C'est interdit, on fait que des aberrations comme ça. Voilà. Il faudrait que la nouvelle PAC laisse l'agriculteur libre de choisir sa manière de cultiver. Un agriculteur qui veut cultiver avec des arbres doit avoir le droit de le faire et ne pas être pénalisé. Si on fait l'inverse, on pénalise ceux qui font des efforts. Donc aujourd'hui, nous demandons que tous les agriculteurs qui respectent la trame verte, qui respectent des composantes naturelles dans l'environnement, soient favorisés, ou au moins soient à égalité avec les autres. Ça, c'est le changement fondamental que nous devons avoir. Le système agroforestier, pour moi, c'est simplement une très belle façon d'associer la soutenabilité en agriculture et la soutenabilité apportée par les forêts ou les plantes forestières, toutes issues de la nature. C'est une très belle association. Je pense que la politique agricole commune offre des éléments pour soutenir cette expérience. Et dans mon souhait serait qu'elle retrouve une reconnaissance plus directe, plus claire, plus décidée dans la réforme qui est en train d'être discutée. Allez, on va le faire goûter, oui. Le magret agroforestier, il est là en exclusivité aujourd'hui, en exclusivité à Paris au Salon de l'Agriculture, le premier magret agroforestier labellisé. Il est là, on le goûte. Est-ce qu'il est bon le magret agroforestier? Le canard est sous les arbres. Agriculture, environnement, plus de conflits, plus de problèmes. On se parle, on discute.
Et à l'heure où on se pose des questions sur le changement climatique, ça a du sens. Ça a du sens. Enjeu public, enjeu collectif. Hein, donc ça concerne le plus grand nombre, c'est un enjeu de société. Et ce qui se retrouve dans l'assiette, le jour où c'est un produit agroforestier, avec tout ce que ça veut dire en termes de protection du sol, de couverture du sol, donc avec ces associations de plantes et de couverture permanente des sols, mais c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas le même paysage, et c'est 2 fois plus d'agriculteurs et de services qui vont avec. C'est absolument indispensable que l'agroforesterie progresse beaucoup plus vite. Malheureusement, la course de vitesse qui est engagée me paraît relativement mal engagée. Je sens un intérêt de plus en plus, je sens un appétit pour des nouvelles solutions, mais les réalisations concrètes demeurent, je dirais, faibles au regard des espérances. C'est vraiment un enjeu qui doit être pris au sérieux par les gouvernements, qui est un enjeu pas seulement pour les agriculteurs et pas seulement pour les associations de défense de l'environnement, c'est un enjeu vraiment pour l'avenir de la capacité de la planète à se nourrir à l'avenir. Et peut-être qu'à un moment donné, l'agriculture doit reprendre en main toute l'agriculture. Donc maintenant, eh bien, on va reconstruire. Et voilà. Ça vous a tué. Achevé. Ah non, justement, j'ai trouvé ça super dynamisant et c'était plein de bonnes ondes. Alors la vidéo est excessivement bien faite et le choix des intervenants, le casting est quand même plutôt pas mal, on va dire. C'est le point que le coup. Pardon, c'est le point que. Oui, là je pense qu'on a à peu près, à peu de choses près, oui, il en manque un ou deux peut-être, mais on a un peu de choses près, ce qui se fait mieux comme gens qui tournent autour de l'agroforesterie en France. Et puis même avec des gens comme Francis Allais ou Ernst Zorker, on est un peu au-delà même de l'agroforesterie, on est même nettement au-delà de l'agroforesterie. Est-ce que dans les post-it ou dans vos idées, est-ce qu'il y a vous avez des questions, des choses qui vous ont... J'ai pas bien compris les principes... J'entends excessivement mal, donc... J'ai pas bien compris les principes sur lesquels reposait l'agroforesterie, c'est brièvement mentionné, c'est pas développé. Le principe, superbe dessin d'un collègue d'AP32, d'Arbre Paysage 32 d'ailleurs, David Ella, c'est pas pour rien, c'est une trogne, donc c'est ces arbres avec un fût court qu'on coupe régulièrement et qui produisent de plus en plus et qui se régénèrent de plus en plus. Ça, j'en ai bien parlé ce matin sur le bord du Madon, il me semble. On a des trônes vieillissantes sur le bord du Madon. En fait, le principe c'est d'aller tirer des synergies. Alors là, ce serait un peu compliqué, mais aller complètement dans le bout, c'est d'associer des végétaux ligneux pérennes, les plus grands possibles. Plus ils sont grands, plus les bénéfices qu'ils apportent sont importants, et plus la fixation de carbone, plus l'effet microclimatique, plus l'ombre pour les animaux, pour les cultures, plus la matière organique qui va être amenée. Alors c'est pas les feuilles qui tombent qui vont amener grand chose, mais c'est là-dessous. Ce qui se passe là-dessous, un arbre, ça perd. On a plus de masse racinaire que de masse aérienne. Donc un arbre a plus de racines en masse, en volume, qu'il n'a de branches, de feuilles, etc. Et il renouvelle 40 à 60% de ses racines tous les ans. Donc c'est une injection directe de carbone dans les sols. On sait toujours ça de moins dans l'atmosphère. Et donc le principe de l'association, c'est d'aller explorer dans le sol des profondeurs différentes, en surface des profondeurs différentes, d'aller gérer la compétition qu'il peut y avoir entre l'ensemble. On a plein de questions, on a plus de questions sur ce domaine-là que de réponses, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne dans le détail. Et en même temps, on a beaucoup de recul, parce que finalement, là, pour le coup, on revient à des principes de bocage et autres, c'est ça, donc des principes qui ont été sur des millénaires utilisés, non? Même si on essaie de mieux le maîtriser, de mieux le comprendre, donc d'où toutes les questions que vous posez, mais en fait, il y a un retour d'expérience colossal, non? Alors, c'est un retour d'expérience, c'est aller vers une meilleure compréhension, aller vers une compréhension scientifique aujourd'hui. Et donc vers une optimisation technique de systèmes qui existent depuis la nuit des temps. En fait, l'agriculture, si on regarde les débuts de l'agriculture, superbe bouquin de Marcel Mazzolier sur l'histoire de l'agriculture au passage, j'ai de temps en temps quelques références comme ça qui vont partir. Pardon, Marcel Marcel Mazzolier, c'est un agronome qui a
qui a écrit une histoire de l'agriculture qui fait vraiment référence à ce niveau-là. Et si on regarde donc l'histoire de l'agriculture, quand elle s'est développée loin en Orient, au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, quand l'agriculture s'est développée, elle s'est développée. Un des premiers systèmes qui est apparu, c'est le système des oasis. Le système des oasis, c'est des palmiers, c'est des arbres fruitiers en dessous, et c'est des cultures, des rotations. Alors au départ, c'était des cultures uniquement. Quand on cultive, il y a un moment où il manque de matière azotée, de matière minérale. Donc ça a été des rotations, une année de culture, une année de jachère, de prairies pâturées, avec des animaux qui ramènent de la fumure, donc qui ramènent de la matière organique, de la matière azotée dans le sol. Et donc, les oasis, c'est purement et simplement de l'association multi-étages. Donc on est déjà dans ces systèmes agroforestiers, c'était le début de l'agriculture. C'est effectivement très ancien. Ça a duré jusqu'à la fin du 19e. On a vu des trucs nouveaux apparaître. Le bocage, on peut considérer que c'est la révolution agricole gauloise, donc c'est l'âge du fer. Vers moins 1000, grosso modo, où on a les paysages de bocage qui sont structurés pour clôturer les parcelles, pour avoir déjà des arbres utilisables pour nourrir les animaux, des arbres fourragers. Et puis ça s'est perfectionné au fil du temps. On a les jardins, les vergers maraîchers à l'époque romaine, on a tout ce qui s'est passé autour de l'olivier et plus tard du châtaignier, donc des systèmes presque des forêts cultivés de châtaigniers dans le sud de l'Europe. Donc on a tous ces systèmes qui sont complexifiés, qui ont duré, qui sont diversifiés au Moyen-Âge avec l'usage des plantes médicinales, etc. Jusqu'au 19e siècle. Ça a résisté aux premiers agronomes 17e, 18e siècle, et au 19e siècle, ça a commencé à sentir mauvais pour l'arbre en agriculture, face à l'agronomie moderne, à l'agronomie scientifique, au recyclage des chars d'assaut, etc. derrière la Première Guerre mondiale, au recyclage des usines qui fabriquaient des obus à gaz, qui ont commencé à fabriquer des pesticides, parce qu'il y a à peu près les mêmes... Il y a à peu près les mêmes molécules à la base. On peut fabriquer des pesticides ou des engrais. Ça, c'est le recyclage de l'industrie de l'armement. Et les grands fabricants de matériel agricole, c'est le recyclage aussi de l'industrie de l'armement. Renault faisait des chars d'assaut, ils sont passés au tracteur vers 1918-1919 sans aucun problème. Donc, j'ai prévenu que j'allais être provoque. Je ne me calmerai pas pour autant. Et là, c'est vrai que fin 19e, début 20e, l'arbre a eu du mal dans cette agronomie moderne, dans cette agriculture moderne. Et alors, le moment cauchemardesque, c'est les années 50-60, où on demande, un peu partout en Europe, mais particulièrement en France, aux agriculteurs de produire pour exporter. Pas pour nourrir les Français. Il y a un superbe film qui a été fait par France Télévisions qui s'appelle Adieu paysan, qui est disponible partout sur internet, qui est facile à voir. Ça dure 1 heure, mais ça fait froid dans le dos quand on voit comment on a traité les paysans après 45. Et ce qu'on a fait de l'agriculture française après 45. L'agriculture française après 45, elle devait permettre à la France d'exporter et de faire rentrer des capitaux, de faire rentrer des revenus pour permettre la reconstruction de la France et le développement de la France. Donc la feuille de route de l'agriculture française dans les années 50 était très claire, c'est vous produisez de plus en plus avec les tracteurs et autres matériels du plan Marshall, etc., au passage, c'est vous produisez de plus en plus pour permettre à la France d'avoir l'argent nécessaire pour se reconstruire, pour se développer, pour redevenir une grande puissance. On n'a pas laissé le choix aux agriculteurs, à quelque moment que ce soit, c'était ça ou la porte. Donc l'agriculture française, l'arbre en agriculture, n'a pas supporté du tout ce système-là et cette révolution verte entre guillemets, parce qu'il fallait des grandes parcelles, parce qu'il fallait des parcelles plates, donc les talus, etc. Ça apprend à voler et tout. Les remembrements, ça a été la catastrophe pour la suppression des... Oui, mais la catastrophe, on s'en rend compte beaucoup plus tard, en fait, de ce contexte-là.
On s'en est rendu compte vraiment dans les années 2000-2005. Il y a un certain nombre de travaux d'envergure mondiale qui ont été faits au début du XXIe siècle, qui ont montré que on était dans une situation complètement d'impasse et qu'on n'allait pas dans le mur, on était déjà dans le mur, quelque part. Donc c'est réinventer, c'est à la fois réinventer et en même temps continuer d'inventer des nouveaux systèmes. Ouais. Justement pour essayer de réinventer, c'est récemment ce qui paraît nouveau, il y a deux, trois idées du coup qui ne me viennent plus. La première, c'est si on essaie de regarder les événements qui peuvent légitimer un retour donc en arrière mais une avancée vers l'avenir, c'est peut-être la permaculture et le BRF, et donc se dire que est-ce que si on essaie d'optimiser le long des champs, les rivières, si j'ai bien écouté, parce que je pense que c'est là qu'il y a du ruissellement et de la pollution induite dans les rivières si on ne la récupère pas. Et donc là, si on a des arbres qui récupèrent à la fois ces engrais pour pousser plus vite, et dont on récupère le BRF pour faire une association, j'essaie de lancer des pistes sur en quoi des choses un peu nouvelles, un peu dans le vent, qui nous intéressent énormément, pourraient permettre... Pardon ? En fait, on les bois raméal. Alors, le BRF, le bois raméal fragmenté, en fait, c'est d'amener de la matière organique ligneuse fraîche. C'est un amendement, c'est pas un engrais, on amène de la matière organique ligneuse fraîche, c'est pas des branches sèches, c'est pas des plaquettes, c'est pas du paillage. On amène de la matière organique fraîche qui va favoriser certains décomposeurs, champignons en particulier, qui sont extrêmement intéressants pour la mobilisation des éléments minéraux comme le phosphore dans les sols. Et la plante a besoin d'abord et avant tout de carbone, et de carbone, d'hydrogène, d'oxygène pour pousser. Bon, l'hydrogène, l'oxygène, je le trouve sans trop de problèmes dans l'eau à ce niveau-là. Le carbone, c'est pas trop compliqué d'en trouver dans l'air ces temps-ci, puisqu'on a des concentrations de CO2 qui atteignent qui ont dépassé les 0,04% de Konrad Schreiber tout à l'heure. Le carbone, c'est pas spécialement un problème. Juste derrière, la plante a besoin d'azote. L'azote, elle arrive à le trouver dans l'air. Elle est capable aussi, avec certains champignons, d'arriver à la recycler dans la matière organique du sol. Donc, ça va encore pas trop mal. On peut se passer de mettre des engrais azotés. Par contre, on a des substances dans le sol, comme le phosphore, qui sont très peu mobiles. Donc si on favorise avec des choses comme le bois raméal fragmenté, donc cette matière organique ligneuse fraîche, ces champignons décomposeurs qui vont être capables de mobiliser cette matière organique et qui en même temps vont être capables de mobiliser le phosphore du sol, on reconstruit des systèmes de sol qui fonctionnent et on reconstruit des systèmes de sol qui arrivent à donner sans qu'on ait besoin de l'amener par du NPK, par de l'engrais artificiel, ceux qui sont capables d'amener de quoi nourrir les plantes. C'est la conférence qu'on a eue qui s'appelait Sol vivant il y a 2 jours par Jean-Pierre, et l'expérience qui est faite autour du mandala dans les jardins participatifs, qui est un système assez génial. Parce que, en fait, moi je mets juste un bémol par expérience sur le bois raméal fragmenté, c'est que le bois raméal fragmenté, ça demande des quantités de biomasse importantes. C'est pas 5 cm de branches broyées. C'est plutôt 20 cm de branches broyées, donc avec 1 mètre cube de broyat, on couvre 5 mètres carrés au sol. Donc c'est tout à fait applicable dans des systèmes maraîchers de petite ampleur. C'est totalement inapplicable en grande culture. Vous avez le mec qui a 200 hectares de champs de blé, s'il doit mettre 20 cm de BRF sur ces 200 hectares de champs de blé, je vous laisse calculer le volume de bois dont il a besoin. C'est inenvisageable d'aller... Ce serait gaspiller, détourner un volume extrêmement important de bois qui peut être utile ailleurs. Donc il faut qu'on trouve d'autres systèmes sur ces systèmes-là de grande culture, sur des grandes surfaces. Il faut qu'on trouve d'autres systèmes qui nous permettent de restituer, de remettre en état de fonctionnement les sols. Et ça, c'est les couverts permanents, c'est les associations de culture, les rotations de culture, les rotations culture animale, etc. C'est sur ces systèmes-là où on va pouvoir développer quelque chose. Bon, le BRF, dans le maraîchage, dans le jardin, ok, pas de problème. À grande échelle, impossible. Je ne veux pas accaparer, mais c'est un petit peu l'échelle sur laquelle on travaille. On essaie de travailler sur l'autoconsommation.
Voilà. Donc plutôt comment nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir bien, comment les impliquer avec un peu plus de main-d'œuvre dans les systèmes en essayant de recréer des emplois ou des temps partiels pour permettre. On est plutôt dans ce cadre-là, donc on n'est pas dans la grande agriculture dans ce que l'on réfléchit. Mais encore une fois, s'il y a d'autres questions, je ne veux pas accaparer. Alors, je ne vous conseillerais pas si vous êtes dans un système, j'entends tout à fait, mais si vous êtes... C'est pour moi faux, enfin en partie faux, d'imaginer que ces systèmes alternatifs, où en fait on va remplacer par l'énergie humaine, l'énergie fossile et l'énergie des machines, pour moi c'est faux d'imaginer qu'ils sont systématiquement forts consommateurs de main-d'œuvre et de temps de travail. C'est plutôt la démonstration inverse qui a été faite en permaculture. Je suis plutôt dans d'autres systèmes de pensée, de l'agriculture du rien faire, ou de l'agriculture du moins faire. Donc je vais plutôt aller chercher vers certains auteurs à ce niveau-là, le fait de se dire, avant de faire quelque chose, je réfléchis est-ce que c'est utile ou pas. C'est ce que Jean-Pierre nous a dit. Parce que finalement, si j'ai bien compris ce qu'il nous a dit... je ne vais pas aller rechercher vers les grands auteurs de la permaculture et tout ça, qui sont un peu des esclavagistes, quand même. Si vous partez sur la permaculture des fondateurs, Mollison, Holmgren, etc., ça demande beaucoup d'énergie, de travail et tout. Il y a d'autres systèmes qui existent, entre autres un japonais, Fukuoka, Masanobu Fukuoka, donc fondateur de l'agriculture naturelle, qui est plutôt dans la logique de rien faire, ou l'agriculture du moins faire. Et Fukuoka est une lecture dont on ne sort pas un thème. Allez, vous nous avez donné envie. Pardon. S'il y a des élèves du lycée agricole et que vous enseignez là-bas au lycée agricole, alors je vais peut-être choquer, mais il y a quelques années, j'ai assisté à Mircourt à une projection du film Demain. Ça vous dit quelque chose? Et cette projection, elle était organisée en particulier pour les élèves du lycée agricole. Et j'ai quand même été un petit peu déçue à la fin. Il y avait des personnes qui étaient là pour recevoir les questions et répondre aux questions de tous ces jeunes. J'en ai entendu qui disaient mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé, et ça baillait. Et il n'y a pas eu de réaction positive chez ces agriculteurs de demain face à ce film qui était vraiment plein de bonnes idées. C'est pas rapport. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est un peu dans les propos des agriculteurs, mais ce film-là, je le connais depuis longtemps, je l'utilise souvent. À chaque fois, je le vois avec plaisir, donc avec de plus en plus de plaisir au film. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu le film, mais il est assez étonnant quand même à ce niveau-là. C'est les propos de l'agriculteur qui disaient quand on est tout seul on pense mais on n'ose pas faire. Moi des gars qui plantent des arbres au milieu des parcelles à côté de Nancy, j'en connais bien. Mais des gars qui plantent des arbres au milieu des parcelles, il y en a qui ont fait ça il y a des années, sauf qu'ils les ont fait dans les parcelles les plus inaccessibles et les moins visibles des autres parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire critiquer par les voisins. Et donc le poids du groupe social dans le monde agricole il est très fort. Donc on commence par se faire critiquer par les voisins, puis derrière, dans les voisins, il y en a un qui est membre d'un des syndicats majoritaires, donc on commence à se retrouver mis au banc, grosso modo, mis à l'index, mis à l'écart à ce niveau-là, et puis ça se termine par des subventions qui ne sont jamais payées. Voilà, parce que j'ai faut être clair. Donc il y a, dans nos gamins qu'on a en formation agricole, on a pas mal de gamins qui sont ultra formatés par leurs parents, qui ont eux-mêmes été ultra formatés par les gens qui leur ont vendu cette agro-industrie, ces systèmes agricoles à ce niveau-là. Ils n'osent pas trop réagir. Donc tout seul, on pense, à 2, on discute, à 3, on commence à débattre, et à 10, on se lance, et à 30, c'est bon, c'est parti. Quelque part, le niveau, quand vous avez vu ces jeunes assister au film Demain, ils en étaient à peine à la phase de discussion. Et sur la permaculture auquel ils ont participé, il y a eu des débats généraux. Parce que là, il y a eu des débats directs, ils se sont exprimés de manière beaucoup plus positive. De manière plus positive. Ouais. Alors après, c'est une discussion que j'avais il y a vraiment peu de temps avec
dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine de l'agroforesterie, vous avez une minorité braillante et une majorité silencieuse. Mais la minorité braillante, elle fait beaucoup de bruit autour de la défense. Et c'est une défense qui est de plus en plus rude, parce que les attaques sont aussi de plus en plus rudes, de la défense de l'industrie, de l'agrobusiness, de l'agrochimie. Je pense que même parmi vos collègues enseignants, vous ne faites pas la... C'est pas évident, quoi. Il y a 5 ans, 6 ans, quand j'ai commencé à bosser sur le premier projet européen agroforesterie, j'avais des collègues pourtant bien pensants et ouverts, machin, etc. Je pense qu'il y en a certains qui viennent assez fréquemment ici, qui parlaient d'agrofumisterie. Aujourd'hui, je n'entends plus trop le mot agrofumisterie, donc ça a quand même vachement progressé. Ça avance. Lentement, peut-être trop lentement, votre goût. Non, moi lentement ou pas lentement, je m'en fous. Voilà. Et quelles sont les expériences que vous faites à Mercourt ou que vous faites ailleurs Les expériences que vous faites les expériences, en fait, on n'arrive même plus à savoir parce que les paysans font plein. Hein. La vie d'un paysan, c'est 40 ans de travail et c'est 40 ans d'expérience. Encore le même paysan, mais plein de bon sens, ce mec-là. J'aimerais le rencontrer, vraiment. Des expériences, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se fait. Alors, qu'est-ce qui se fait dans le coin? Il y a des expériences très... il y a une parcelle expérimentale à une cour de la Chambre départementale d'agriculture, c'est de l'agroforesterie plein champ, comme on a pu l'avoir pas mal de fois en photo, puis celle à laquelle on pense à des lignes d'arbres. Des lignes d'arbres au milieu des champs, bon. Ça débute, c'est pas spécial. Ça débute, c'est ni une réussite ni un échec. C'est encore la phase d'installation du système, la phase de transition du système. Mais pourtant, sous les arbres, ça pousse mal. Même l'herbe, dans un verger, enfin dans un verger encore je ne dis pas, mais sous des arbres par exemple, où on a un énorme hêtre pourpre, et bien en dessous, l'herbe végète. Alors, si vous avez un arbre isolé qui est... bon, si je commence à chercher des photos pour vous montrer des trucs, ça va prendre un temps fou. Mais si vous avez un arbre isolé qui n'a jamais été taillé pour maîtriser l'ombre qu'il donne, c'est clair qu'au bout d'un moment, le couvert va être trop important et vous n'aurez rien en dessous. Par contre, si on regarde les systèmes à la fois de culture, mais surtout d'élevage, qu'on trouve en Espagne, si je ne résiste pas au plaisir. Si on regarde les systèmes, je vais parler en même temps, ça va être plus rapide. Si on regarde les systèmes qui existent en Espagne, où là on en est sur des millions d'hectares, des systèmes agroforestiers intéressants, là, on a des arbres qui sont taillés. C'est la présentation d'avril 2017, ici même. Alors, on a des arbres qui sont taillés de telle manière à ce qu'ils fassent de l'ombre, mais pas trop. Donc on peut arriver à gérer sous des arbres de l'ombre. Et ça veut dire par contre aller tailler, quand on parlait de l'histoire tout donc à l'heure. on plante à l'extérieur de l'ombre. On peut tailler les arbres de manière à ce qu'il y ait moins de problèmes d'ombre. Non, j'ai pas la DSA là-dedans. Voilà. Et là, vous les avez, la méthode espagnole, je vais le passer en plein écran, ça sera plus visible. La méthode espagnole, donc ça couvre dans le sud de l'Espagne et au Portugal, ça couvre quelque chose comme 4,5 millions d'hectares. Donc une surface colossale. Donc c'est du chêne essentiellement, et regardez comme ils sont taillés en candélabres. On va laisser partir 2 ou 3 branches à l'horizontale et quelques branches dessus. Et ça fait, vous voyez ce que ça donne derrière sur les bois qui ne sont pas taillés, ça fait quand même un ombrage relativement conséquent, mais on taille pour maîtriser. Alors, il n'y a jamais eu un scientifique qui a été calculé le nombre de branches qu'il faut enlever, machin et tout, sauf que ça date de l'époque romaine, et ça s'est perfectionné depuis l'époque romaine, puis la petite remarque,
c'est quand même quand on utilise les branches et les fagots, on en fait du charbon de bois. Donc ça produit quand même aussi derrière. Donc ne comparez pas le système de l'arbre agroforestier, dans lequel on va intervenir dans le pied, on va lui donner une forme pour l'usage qu'on va en avoir. On va lui donner une forme particulière, c'est pas l'arbre d'ornement où on va faire les tailles minimales et où on va rechercher d'avoir la masse végétale la plus impressionnante possible. Pas du tout les mêmes arbres. Mais bon, des exemples comme ça, je crois que juste derrière, bon, la chaîne de Vallonnie peut-être pas, mais ça c'est presque de la DSA française, hein. C'est exactement les mêmes principes. Les tailles sont très anciennes, ça fait plus d'un siècle que ça n'a pas été taillé. Alors le truc amusant, c'est que ces chênes-là, pubescents, ils ont peut-être à peu près 400 ans. Sur le domaine du Pradel, c'est le domaine du premier agronome français, Olivier de Serres, qui était l'agronome d'Henri IV et qui était celui qui a introduit la culture du verre à soie. Donc ces arbres-là ont connu Olivier de Serres, ils ont connu les débuts de l'agronomie des Lumières, ils ont survécu à l'agronomie des Lumières, ils étaient taillés par les agronomes des Lumières. Sauf que ça fait plus d'un siècle qu'on les a pas taillés, donc aujourd'hui les reprendre, c'est loin d'être facile. Hein. C'est la fois pubescent. Mais c'est un sanctuaire. Quand je suis rentré dans cette parcelle-là, c'était très difficile de m'en faire sortir. Et une complémentarité par rapport à ces arbres qui ont vocation, j'imagine, tous les ans, c'est ça? On ne les coupe pas tous les ans. Hein. L'arbre tétard, tout dépend de ce que vous voulez retirer comme produit de la partie aérienne. L'arbre tétard, grosso modo, si vous voulez faire des fagots et si vous voulez retirer de la feuille en quantité importante pour nourrir des animaux, c'est tous les 2-3 ans. Tous les 3 ans, on va dire. Tous les arbres feuillus peuvent se tailler en tétard. Et ils sont taillés en tétard partout dans le monde, de la pointe sud de l'Afrique à l'Amérique centrale, en passant par le Népal et au plateau du Tibet. On trouve ça partout dans le monde, dans l'Atlas, on a des choses extraordinaires, en termes de tétard. Donc c'est taillé tous les 3 ans pour faire de la branche et de la feuille. Dans les systèmes de tétard, dans les pays bocagers de l'ouest de la France, on va avec du chêne, on va chercher à faire de la bûche et pas du fagot. On peut aller à 10, 12, 15 ans. Mais c'est une taille régulière. On l'évoquait au bord du Madon ce matin, hein, le problème d'un tétard. Bon, ici dans l'Est, hein, on a surtout des saules qui sont taillés en tétard en bordure de rivière. Le problème d'un tétard, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois où on coupe, en fait, on crée des blessures. Certaines vont faire repartir des branches, mais d'autres vont développer des pourritures. Donc un arbre tétard, il devient très vite creux. Qui apporte plein de choses en termes de biodiversité, etc. C'est un HLM à biodiversité, un multiplicateur de biodiversité, hein, de manière complètement dingue. Moi, j'ai des arbres pas loin d'ici, qui ont des tétards qui ont une quinzaine d'années, qui sont déjà complètement creux à l'intérieur et qui hébergent des insectes protégés. Donc, on peut trouver des choses... Même chez des très jeunes tétards, on peut avoir déjà cet effet multiplicateur de biodiversité qui est vraiment important. Donc le problème, c'est que ces arbres creux, ils sont capables de supporter un certain poids, mais pas trop. Donc quand on oublie de tailler, tous les saules que vous voyez en bordure des cours d'eau en Lorraine, avec des énormes branches qui montent à 25 mètres de hauteur, ils ont 100, 150, ils ont quelques tonnes de bois qui se développent sur ces masses-là déjà pourries, et ces quelques tonnes, il y a un moment où ça lâche. Quand un tétard il lâche, il éclate en deux, il tombe par terre, et qu'est-ce qu'on fait derrière? On coupe. Parce qu'on ne peut plus, quand il est cassé sur la moitié, on peut plus le restaurer. Et donc on est obligé de le couper, et on perd tous les avantages en termes de production, en termes d'ombrage, de climat, de biodiversité qu'on peut avoir avant. Donc on ne fait pas de mal à un arbre, bon, ça je l'ai dit ce matin, je le redis cet après-midi, ouais, chouette, tant mieux. On ne fait pas de mal à un arbre quand on taille un tétard, au contraire. On rallonge considérablement sa durée de vie. On a des frênes tétards qui atteignent, le frêne est une longévité de 200-300 ans en temps normal. On a des frênes tétards dans le marais Poitevin, c'est plutôt là-bas où il y a le grand spécialiste français des trognes, Dominique Mention. On a des frênes tétards dans le marais Poitevin qui ont dépassé les 700-800 ans. Donc 2 fois la longévité, 2 fois, voire 3 fois la longévité normale. Parce qu'à chaque fois où on lui coupe la tête, il rajeunit. Si
ça marchait pareil, avec l'être humain, les coiffeurs feraient fortune, vraiment. Et seraient remboursés par la Sécu. Non, pardon. J'ai une question. Est-ce qu'il existe un peu comme pour le potager, on dit que le basilic aime bien pousser à côté des tomates. Est-ce qu'il existe des adéquations entre des plantes qu'on peut faire pousser sous des arbres, sachant par exemple qu'on sait que rien ne va aimer le pain ou... Il y a plein de bouquins qui viennent de sortir dans les années passées, là. Hein, sur les... Alors, oui, il y a sans doute, mais on ne sait pas nécessairement tout, et c'est un des points sur lequel on pose beaucoup de questions. On pose énormément de questions à la recherche. C'est plus facile qu'il y a 10 ans ou 15 ans de poser des questions à la recherche, parce qu'il y a un truc qui est né il y a 7-8 ans en France, qui s'appelle les réseaux mixtes technologiques, et en fait les RMT, c'est un système de mise en réseau des organismes de recherche, des organismes de développement et de gestion, et des organismes de formation, pour faciliter le transfert, les échanges, et aussi les remontées de questions. Donc le RMT Agroforesterie existe maintenant depuis 2014, et on fait remonter le terrain, formation, les agriculteurs, les conseillers agricoles, etc., font remonter beaucoup de questions à la recherche. Les associations d'espèces, on a beaucoup de questions là-dessus. Alors il y a je vais juste vous donner 2 exemples. L'exemple, il ne pousse rien sous les noyers. C'est pas vrai. Des champignons. Parce que il ne pousse rien sous les noyers qui est sensible aux molécules qu'émettent les racines du noyer qui bloquent le développement de certaines espèces. Je pourrais chercher des photos, mais on a une association qui va très bien avec le noyer, c'est le noyer avec tous les brassicacées, les choux. Parce que les choux sont toutes les brassicacées sont très peu sensibles aux molécules à la juglone émises, aux inhibiteurs de croissance émises par le noyer pour bloquer le développement des autres espèces. Donc ça, les choux s'en foutent un peu. Et par contre, la juglone a un effet insecticide léger, répulsif, pour les parasites, pour les ptiérides et autres parasites des choux. Donc ça marche bien dans les deux sens. Hein. Le chou n'est pas gêné pour pousser par la juglone, et la juglone éloigne les parasites du chou. Génial. On n'a pas beaucoup d'exemples qu'on connaît aussi bien à ce niveau-là. Le deuxième exemple, par contre, qu'on connaît bien, c'est d'associer des arbres qui se développent tardivement dans l'année, donc qui vont débourrer, ouvrir leurs bourgeons, développer leurs feuilles le plus tard possible dans l'année, avec des cultures qu'on récolte le plus tôt possible. Donc du blé d'hiver et du noyer, ça va bien ensemble. Parce que le blé d'hiver, on le récolte en avril, on le moissonne en avril. Et en avril, le blé n'est pas trop gêné, même à la limite un peu d'ombre sur les épis au moment où ils se forment et où ils se remplissent, c'est presque même plutôt favorable. Trop de soleil, on a des épices qui se passent régulièrement ces dernières années. Hein. Trop de soleil, on a des épis qui sont à moitié pleins, qui ne sont pas de très belle qualité dedans au niveau chimique. Donc un peu d'ombre à la fin, la maturation du blé, c'est pas mal. Donc le blé d'hiver, les noyers, ça va bien. Le blé d'hiver et les peupliers, ça va bien, parce que les peupliers, même s'ils font leurs feuilles relativement tôt, ils ont un feuillage relativement clair. Mais c'est une des principales questions qu'on pose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'agroforesterie pour les vignes? Ouais. Et du coup, c'est quoi le principe? On en parle de plus en plus de l'agroforesterie viticole sur un simple constat, dans toute la moitié sud de la France. Hein. Les Alsaciens, mais ils ne vont pas tarder de changer d'avis à mon avis. Les Champenois commencent à paniquer un peu. Les Bourguignons, les Alsaciens, pas encore. Mais ça pourrait arriver à un moment ou à un autre. Il se passe un truc, alors j'ai aussi une deuxième casquette qui est de bosser sur les changements climatiques en agriculture et en forêt. Donc là, les deux casquettes se rejoignent pas mal. Dans tous les vignobles du sud de la France, Côte-du-Rhône, Languedoc, surtout le Bordelais, c'est là où les choses bougent le plus. Parce que les grands châteaux du Bordeaux ont vraiment très très peur aujourd'hui. Il se passe un phénomène depuis une trentaine d'années, c'est un avancement des dates de vendange.
Dans le Bordelais, on vendangeait habituellement deuxième quinzaine de septembre, voire début octobre dans les années 60-70. Aujourd'hui, on vendange quasiment fin août ou début septembre. Qu'est-ce qui se passe quand on vendange plus tôt? On a un raisin qui est mûr. Si on le laisse sur pied, il va pourrir, il va développer des maladies, etc. Qui est mûr, mais qui n'est pas mature. Au niveau chimique, il lui manque un certain nombre de substances dans le grain de raisin. Et ces substances qui manquent dans le grain de raisin, c'est les substances qui donnent le caractère et le côté inimitable au grand cru. Bref, c'est ces substances-là qui se développent sur la fin de la maturation du raisin. C'est ces substances qui vont différencier un grand cru d'une piquette. Bon, aujourd'hui, on a de moins en moins de ces substances-là parce qu'on les vendange beaucoup plus tôt. Et puis, si on les vendange beaucoup plus tôt avec un printemps, un été chaud, la chaleur dans un fruit, ça entraîne quoi? Ça entraîne purement et simplement une augmentation exponentielle du degré de sucre. Et quand vous faites fermenter et que vous commencez votre processus de vinification, s'il y a plus de sucre dans le raisin, on obtient plus de degrés d'alcool à la fin. Donc les viticulteurs sont très fortement intéressés par le fait de mettre des arbres au milieu des vignes comme parasol, comme régulateur climatique. Et là, c'est les gens avec lesquels aujourd'hui dans le sud de la France, c'est quasiment les producteurs avec lesquels on discute le plus facilement. Je viens du Var, mais j'en ai jamais croisé. Et pourtant, j'ai souvent fait les tours des domaines, mais j'en ai jamais entendu parler pour l'instant. Alors les mecs qui sont... Alors qu'ils se plaignent tous qu'ils vendangent trop tôt. Pourtant, ça fait au moins 3 ans que les gros syndicats dans le Bordelais font des interventions sur l'agroforesterie, financent des plantations à ce niveau-là. Alors il y a un autre truc qui est en train d'aller pas mal, c'est avec le développement des systèmes bio et de la biodynamie de la baie, des labels AB et de la biodynamie en viticulture. C'est aussi d'amener des régulateurs des populations de parasites dans les vignes. Et un régulateur qui est plutôt sympa pour les vignes, c'est les chauves-souris. Ouais. Les chauves-souris. Donc mettre des nichoirs à chauves-souris, c'est pas spécialement le plus efficace. Par contre, des lignes d'arbres au milieu des vignes qui leur servent de repère pour leur sonar, c'est extrêmement efficace. Comment agissent-elles au niveau pour faire bénéficier les arbres de leur présence? Comment ça se... Faire bénéficier les arbres de la présence de quoi? Des chauves-souris. Les chauves-souris en fait servent, quand vous avez des lignes d'arbres au milieu de vignes, de champs ou autres, vous avez des chauves-souris qui ont des sonars très puissants. Donc en fait, qui sont capables de se repérer avec des obstacles à 20 mètres ou 30 mètres. Puis c'est pas spécialement d'ailleurs les plus grosses, c'est pas la taille de l'animal qui fait nécessairement sa consommation ou autre. Mais vous avez des petites chauves-souris qui sont très efficaces. Les plus petites chauves-souris, elles font ça, elles sont grosses comme ça, le corps est gros comme ça. On a plein de greniers dans le coin, c'est les pipistrelles. La population de pipistrelles en Lorraine mange 16 tonnes d'insectes par jour. À peu près, c'est l'estimation de collègues qui s'étaient amusés à faire ce calcul-là. Et les pipistrelles, elles ont un sonar, et puis les petits burins, c'est pareil, elles ont un sonar qui vont à quelques mètres, 4-5 mètres. Donc, si elles ont un obstacle là, qui interagit avec leur sonar à 5 mètres, elles vont à cet obstacle-là, et puis elles vont en fait de point en point, d'obstacle en obstacle. S'il n'y a pas de ligne d'arbre pour les guider, elles ne rentrent pas dans les parcelles. S'il y a une ligne d'arbre pour les guider, elles rentrent dans la parcelle et elles chassent tout autour de cette ligne d'arbre. Et si vous avez des lignes d'arbres suffisamment proches pour que tout le territoire chassé corresponde à toute la totalité de votre parcelle, vous avez vos chauves-souris qui vous nettoient votre parcelle dans la nuit. Génial. Il y a moins de parasites. Oui, ça c'est un autre message, mais si vous avez des chauves-souris chez vous dans votre maison, vous n'avez pas besoin d'anti-moustiques sur votre terrasse le soir. Et ça, c'est un message qui n'a plus rien à voir avec l'agroforesterie. Mais qu'on constate chez vous, effectivement. Vous avez des petites abeilles là sur votre... Est-ce que le conseil départemental des Vosges insiste fortement à la replantation par la pollen? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu des éléments positifs qui peuvent naître
réimplantation d'arbres à pollen, quelles sont les solutions qui seraient utiles et autres? Alors au niveau des Vosges, je ne sais pas si ce sera la dernière question de près, mais je vais essayer de faire court quand même. Au niveau des Vosges, il y a un programme qui a été relancé l'année dernière qui s'appelle PlantED. Donc il y a pas mal de gens, il y a un comité technique, un comité scientifique derrière ce programme-là qui réunit pas mal de monde, de l'INRA ou autre. Nous, on y est associé au comité technique à ce niveau-là. En fait, ce n'était pas l'objet recherché dans la liste d'espèces utilisées par cet appel à projet. On ne recherchait pas spécialement le côté mellifère, mais on travaille avec des espèces locales, champêtres locales, qui s'avèrent être plutôt pas mal au niveau mellifère. On est en train de réfléchir comme une évolution possible, et la mise en concordance du plan abeille et de l'appel à projet PlantED. On est en train de réfléchir, tout comme on a une trame petits fruits de haies fruitières dans l'appel à projet PlantED, on est en train de réfléchir, entre autres, il y a d'autres trames possibles, mais à des trames de haies mellifères. Plus ciblées vers le côté apiculture, vers le côté mellifère, que les trames actuelles qui sont déjà pas mal quand même. Ça veut dire quoi en termes de... On va travailler sans doute beaucoup plus avec des saules, on va travailler peut-être avec des couverts, pas un paillage systématique au pied, mais des plantes de couverture d'intérêt mellifère. Ça peut commencer déjà par le lierre. Le lierre Granton est plutôt intéressant. Et puis peut-être, c'est une chose qu'on va peut-être essayer à Bracmont avant d'avoir l'appel à projet à ce niveau-là, peut-être d'aller travailler sur d'autres arbres qu'on connaît plus dans le domaine de l'ornement ou autre. Donc d'introduire des espèces mellifères, du sophora, etc. Pour combler les périodes de manque, hein, en fait. On n'est pas dans une région de grande culture, donc ça peut sembler peut-être paradoxal, mais le pire moment pour les insectes pollinisateurs dans les zones d'élevage dans lesquelles on est, le pire moment, c'est la période estivale. Parce que l'essentiel du pollen, du nectar, du miella, du propolis, enfin pas le propolis c'est les arbres uniquement, mais l'essentiel du pollen et du nectar disponible pour les pollinisateurs en période estivale, c'est les grandes cultures, colza, trèfle, luzerne. Quand vous n'êtes pas dans une zone de grande culture, on doit avoir quelques ruches et quelques colonies qui ont des étés très difficiles à passer. Bon. Alors, je suis désolée, je vais devoir couper la discussion maintenant pour faire une petite pause avant la conférence sur le Reiki avec Delphine Jacotte. Mais merci beaucoup. Comme vous le faisiez remarquer, je suis pas loin, donc n'hésitez pas. Je suis bavard, je suis pas loin.